Moreau est ingénieur de gestion et environnementaliste au service du développement durable. Il a passé 25 ans dans l'industrie, principalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Il a ensuite dirigé Greenpeace Belgium pendant 4 ans. Par après, il a assuré pendant 16 ans la direction générale environnement du service public fédéral santé publique. Depuis sa retraite, il est professeur invité à l'ULB et soutient plusieurs ONG. Bonjour Roland, tu es dans la préservation de l'environnement depuis une 50aine d'années. Tu as dû passer par beaucoup d'émotions là-dedans, donc de la tristesse, de la joie de voir certains accords historiques qui sont conclus. Tu parles souvent dans tes ouvrages de l'homo sapiens ou même de l'homo sapiens sapiens et des attributs qu'il devrait avoir pour être réellement un homo sapiens. Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus ? Oui, alors je vais commencer par l'historique, il faut dire pourquoi 50 ans. Mais moi, quand j'étais à l'UNIF, ici à Solvay, en 1972, parution de Limits to Growth du Club de Rome, en fait par une équipe du MIT, donc des gens vraiment très sérieux, avec une prospective, qu'est-ce qui va se passer si on continue avec une série de scénarios. Et donc, la traduction en français, intéressant aussi, c'est « Halte à la croissance ». Donc c'était un titre beaucoup plus agressif qui pouvait amener à dire c'est quoi ce genre de bouquin. Mais donc en gros, le message très simple de leur prospective, c'est de dire si on continue à utiliser les ressources comme on le fait pour le moment, dans nos modes de développement, il va y avoir un effondrement éventuellement catastrophique dans les années 2020-2030. Ça c'est le message. Et donc, ce sont des lanceurs d'alerte et de dire il faudrait pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est pas le hasard si ça paraît en 72, c'est que 1972, c'est aussi le premier sommet de la Terre à Stockholm. Pays européen, et donc, pollution, les fumées sont noires ou brunes, les rivières sont un peu dégueulasses, il faut vraiment faire quelque chose. Et ça a fonctionné. Donc ça, ce sont des bons éléments au niveau de la lutte contre les pollutions. C'est la première et la seule fois qu'un sommet de la Terre a eu lieu en Europe. Après, c'était Nairobi, on a un peu oublié, puis Rio en 92. Et Rio en 92, c'est, après 1987, la définition du développement durable, qui a donné un espoir de dire on peut continuer à se développer, on va le faire durablement. Et donc, on a écouté le Club de Rome, on modifie notre mode de développement, de consommation et de production. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Et depuis, les sommets ont continué. Il y en a encore eu jusqu'en 2012, Rio plus 20. Les fameuses Conference of the Parties ont démarré aussi en 1992 pour le climat et la biodiversité. Donc, tout cet arsenal existe. Malheureusement, au niveau des indicateurs, on est toujours mauvais. Et je rappelle 1971-72, c'est aussi l'année où l'empreinte écologique de l'humanité a pour la première fois atteint et dépassé la biocapacité de la planète. Donc on était avec le jour du dépassement le 31 décembre. Depuis, on est passé au mois d'août, fin juillet, et donc ça veut dire qu'on consomme pratiquement 1,8 planètes aujourd'hui. Ce n'est donc pas soutenable, ce n'est donc pas durable. Pour redéfinir un peu ce terme donc, de limite de la biocapacité, c'est l'idée de on consomme plus que ce que la planète régénère. C'est ça l'idée de dépasser la limite de la biocapacité. Oui, absolument. Donc un excès, entre autres dans tous les pays développés, et donc quand on regarde, ce sont les Émirats qui sont le plus mauvais exemple. Les États-Unis et les Européens et les Belges, on est à environ 3 à 4 planètes consommées. Donc notre mode de consommation et de production n'est pas soutenable. Une autre manière de le dire facilement avec les chiffres, c'est que les émissions moyennes pour un Belge ou un Européen, c'est 12 tonnes de CO2 par an. On devrait, pour pouvoir respecter la limite planétaire, descendre à 2. Donc on retrouve ce facteur 4-5 qui montre que matériellement, il faut décroître. Tu as parlé de développement durable. Est-ce que tu saurais le définir rapidement pour être sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'on entend par là? Alors, je pense que je l'ai compris, la plupart des gens aussi. Mais donc, c'est l'idée de pouvoir continuer à se développer, entre autres, pour les pays qui s'appelaient en développement. On les appelait même à l'époque sous-développés. On peut plus dire ça, bien évidemment. Donc, un développement au niveau social et économique. Durable. Pourquoi? Pour pouvoir respecter les limites planétaires. Donc, cette idée de développement durable, c'est aussi l'expression et la traduction de Kate Raworth dans l'économie du donut, où elle utilise le terme de plancher,
le plancher socio-économique, ça veut dire qu'il faut au moins aller jusque-là, arriver au plancher, de préférence le dépasser, et on rentre dans la maison, c'est bien. Et par contre, il ne faut pas dépasser le plafond, le toit, au niveau des limites planétaires. Et alors, on est dans un espace qui est sûr et juste. La sobriété environnementale qui doit être heureuse au niveau social. L'économie qui doit être régénératrice au niveau environnemental, mais qui doit aussi être redistributive et solidaire au niveau social. Donc on joue toujours sur ces deux tableaux, et c'est fondamental de pouvoir le faire. Et si on le fait, on est donc dans la durabilité, et on s'occupe de trois composantes, l'économie, le social et l'environnemental. Et on ne le fait bien qu'avec une quatrième composante ou dimension qui s'appelle la gouvernance, qui consiste à faire fonctionner tout ça ensemble. Vous allez ensemble. Et donc, tu es un grand partisan du « et » plutôt que du « ou », et ça se voit notamment avec ton CV où tu es passé par des agences gouvernementales comme le SPF en préservation de l'environnement. Tu as fait des organisations non gouvernementales comme Greenpeace, WWF aujourd'hui, ou WWF, etc. Tu as fait aussi de l'entrepreneuriat quand tu étais plus jeune. Pour toi, quel est le plus grand levier d'action qui se situe actuellement pour les jeunes qui sont désireux de s'investir dans la durabilité, mais qui ont peur du complexe et qui ne savent pas en principe quoi faire? Dans l'idée, ça leur va, mais quand il faut choisir, le problème est trop complexe pour avoir un point de recul en tant que jeune. Ben écoute, la réponse est un peu dans ta question, puisque au début tu dis grand plaidoyer pour le « et ». Donc pour moi, il faut prendre n'importe quelle porte d'entrée, elles sont toutes bonnes. Et si tu travailles dans une entreprise, eh bien, tu vas aussi t'intéresser à ce que disent les ONG et tu vas t'intéresser à ce que dit le gouvernement et ce qui est proposé. Il faut toujours être un acteur de changement. Pourquoi le changement? Parce que le business as usual, si on continue à faire comme on fait maintenant, alors on se retrouve dans le scénario catastrophe du Club de Rome. Alors il a été dénigré dans les années 80 par Reagan et Thatcher en disant « Regardez, la croissance, c'est illimité, c'est infini ». En fait, c'est faux, bien évidemment, mais on a donné cette illusion aussi avec l'idée que la technologie allait tout résoudre. Donc pour moi, pour les ingénieurs, le conseil que je leur donne, et si j'ai dit quand je dirigeais Greenpeace, en fait, ne venez pas dans les ONG, allez dans une société chimique ou chez un grand constructeur et utilisez les techniques les plus durables possibles, utilisez moins de ressources, soyez économe en énergie, et de cette manière-là, vous participerez au développement durable. Mais donc on peut le faire de toutes les manières, et le « et » est très important, c'est que quand on est il y a 17 objectifs de développement durable, c'est impossible de s'occuper de tout en même temps, vous vous occupez d'un de ceux-là, à travers votre métier. Et donc quand tu es dans une activité, ingénieur en construction, mais tu vas quand même penser social, tu vas quand même penser aux effets secondaires de ton action. Et tu vas essayer de les réduire. Donc, tu travailles positivement dans ton domaine et tu t'arranges pour ne pas créer de dommages dans les autres. Okay. On parle souvent de la sobriété heureuse qui, pour la plupart des populations, peut être vécue comme un cauchemar, puisque ça veut dire changer notre mode de vie, etc. Oui. Et il y a toute une volonté de la population, même de nous, d'arriver au succès. Et le succès passe souvent, malheureusement, ces derniers temps, par polluer plus, consommer plus, etc. Comment est-ce qu'il faudrait redéfinir le succès pour arriver à garder cette limite et à prendre en compte cette notion de limite de la croissance et de la consommation? Alors là, il y a beaucoup d'éléments dans ta question. Donc, premièrement, le succès aujourd'hui, je pense que c'est à ça que tu penses, c'est toujours plus. Toujours plus, c'est quand même dangereux à partir du moment où c'est illimité. Donc, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus vite. Ça, c'est probablement la chose qui, radicalement, devrait être modifiée pour pouvoir arriver à un équilibre. Donc ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Sobriété heureuse, c'est Pierre Rabhi qui a inventé ce terme. Et donc, encore une fois, la sobriété plutôt environnementale, pour respecter les limites, heureuse parce qu'on doit quand même s'occuper du social. Alors, le cauchemar de la sobriété aujourd'hui, il est pour les fortunés qui ont envie de continuer
à avoir une empreinte qui est 10 fois trop grande. Ça, c'est le cauchemar. Et c'est pour ça qu'on lui met un adjectif. Et ces adjectifs sont vraiment très importants. Je les ai donnés quand j'ai parlé du donut. Et donc, la situation cynique d'aujourd'hui, qu'on voit dans les médias, qui sont possédés généralement par des ultra-riches, c'est qu'ils utilisent, et en anglais on dit misuse, ou en néerlandais misbruiken, donc ils utilisent à tort et à mal les pauvres pour pouvoir maintenir leurs inégalités. Donc la première chose à faire aujourd'hui pour un environnementaliste, je m'appelais comme ça avant, maintenant j'évite. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de quelqu'un qui a un problème de fin du mois, il n'est pas prêt à écouter les discussions sur la fin du monde. Parce que la fin du mois, c'est demain. La fin du monde, c'est en 2030, en 2050. Le problème, c'est que ça, c'est une vraie catastrophe définitive pour l'humanité. Et les ultra-riches présentent aujourd'hui la catastrophe à court terme, pas pour eux, mais pour les pauvres. Donc il y a une forme de cynisme là qui est quand même très déplaisante, quoi. Parce que ensemble, on doit réduire les inégalités, et ça les ultra-riches n'aiment pas, réduire les inégalités pour que tout le monde arrive à un niveau de bien-être. Je suis en train de penser ici à la Belgique, pendant que je te parle, mais en fait, on oublie les pays. Alors, est-ce que l'Afrique doit se développer à notre niveau ? Le développement peut être culturel, il peut être spirituel, on peut leur amener des technologies propres. Il faut surtout pas qu'ils commettent les erreurs qu'on a commises avant, utiliser beaucoup de ressources avec des combustibles fossiles. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore le cas. On se retrouve aussi, vous parlez donc de cette idée des inégalités, et pour citer Olivier de Schutter qui disait que la croissance amène de la pauvreté, où la pauvreté en fait se définit plus, la définition de la pauvreté comme un seuil minimal de ressources est très insatisfaisante pour la plupart des gens, et que la pauvreté se définirait plutôt comme cette notion de se sentir exclu de la société ou de ne pas avoir un rôle qui est enviable dans celle-ci. Et donc, on a toujours utilisé pour l'instant la croissance en se disant que en agrandissant le gâteau, on va laisser plus de miettes pour les gens. C'est une manière qui, en prenant cette définition alternative de la pauvreté, disparaît complètement puisqu'on va toujours les mettre à l'écart et on va même accroître les inégalités comme on a eu à partir des 30 Glorieuses. Mais qu'est-ce que vous pensez là-dessus et quel devrait être le nouvel indicateur qui doit être utilisé puisqu'on utilise jusqu'à maintenant la croissance purement basée économiquement sur le PIB qui néglige tous ces aspects environnementaux, ces aspects sociaux, etc. Quel pourrait être un nouvel indicateur qui est plus respectueux et qui est plus durable? D'accord. J'aime beaucoup ta question parce qu'elles ont beaucoup d'éléments de réponse en même temps, donc il n'y a plus qu'à choisir. Non, mais d'abord, premièrement, la critique du PIB, elle est évidente, elle existe depuis très très longtemps. C'est un indicateur qui met en évidence des choses qui peuvent être désagréables. Quand on a une tornade et qu'il faut reconstruire, c'est très bon pour le PIB. À la limite, la guerre aussi, c'est bon pour le PIB. Les maladies, c'est bon pour le PIB. Donc, et le bénévolat, qui lui est très positif, il n'est pas dedans. Donc, mauvais indicateur, mais il est utilisé par tout le monde. Alors, sur la pauvreté, elle est traitée effectivement de manière quantitative, financière. C'était $1,09, maintenant c'est $2,25 par jour. Évidemment, beaucoup de gens sont en dessous de ce seuil de pauvreté et on travaille quantitativement. Dans ta question, j'entends, et Olivier de Schutter a évidemment tout à fait raison, il y a une idée de bien-être, d'être reconnu, de faire partie d'une communauté, et au fond, la pauvreté serait d'être malheureux. Et là, on rentre dans du qualitatif, du spirituel, et on n'est plus dans PIB, financier, croissance quantitative. Et moi, je crois énormément à ça. C'est que la décroissance matérielle est obligatoire, parce qu'on n'a pas les ressources et l'énergie pour tout le monde. Si on avait, comme dit Aurélien Barraud, une énergie disponible, illimitée, ça serait une catastrophe pour la biodiversité si on maintient nos comportements. Donc il y a quelque chose à retrouver au niveau de la société qui doit donc être plus inclusive et qui donnera à ce moment-là au minimum une moins d'impression d'inégalité. Aujourd'hui c'est criant, on pourrait presque dire que le système capitaliste fonctionne sur les inégalités.
hein, et surfe là-dessus, et que celui qui réussit, c'est celui qui est tout en haut et qui est donc plus inégal que les autres. Vous êtes actuellement professeur à la Solvay Business School. Oui, un tout petit peu invité, oui, oui. Mais c'est un environnement qui est plutôt associé à un monde sans limites, un monde sans fin finalement, où la croissance pourrait être infinie. On voit de plus en plus des gens, notamment de la Solvay Business School, qui remettent en question cette vision-là. Et pour vous, quel pourrait être le rôle de la finance 2.0 dans cette transition, dans ce changement pour passer du PIB à un autre indicateur qui est plus inclusif ou des choses comme ça? Et pourriez-vous définir ce que vous entendez exactement par la finance 2.0? Ah, mais j'allais justement te demander ce que toi tu entendais par finance 2.0. Mais donc pour discuter de ça, de Solvay et du capitalisme, de cette approche et de la financiarisation, oui, effectivement, Solvay, au départ, c'est l'école de commerce et de management, et dans la plupart des cas, on est sur la compétitivité, Darwin, on va être plus efficace que le voisin. C'est aussi la culture du monopoly. Alors moi, je me rappelle que dans mes cours d'économie, on disait le marché qui est parfait, et puis il y avait les oligopoles, ça c'était déjà pas très bon, et alors le monopole, ça c'était vraiment à éviter. À la limite, c'était le système communiste. Je signale qu'il y a un jeu qui s'appelle le Monopoly. Et le jeu de Monopoly, c'est un jeu où celui qui gagne, et j'aime beaucoup parler de ça aux étudiants, parce qu'ils ont tous joué au Monopoly, et je le rappelle, vous vous souvenez de la partie où vous gagnez, vous aviez les hôtels, vous vouliez continuer à jouer, vous prêtiez de l'argent aux pauvres pour pouvoir continuer à jouer. Business as usual. Vous vous souvenez de la partie où vous perdiez? La seule chose dont vous aviez envie, c'est que ça s'arrête. Vous vouliez plus continuer à jouer selon ces règles-là. Donc, j'espère que ça fait réfléchir les gens. Alors, heureusement, à Solvay, il y a aussi, on parle de Rethinking Economics, donc il y a une série de gens qui parle d'économie alternative, sociale, féministe, mais donc une remise en cause de cette économie mainstream business as usual, qui est à mon avis nécessaire, et on propose d'autres indicateurs que le PIB par exemple. Voilà, donc tout ça. Alors, la financiarisation, ça c'est l'ennemi. Donc le capitalisme bienveillant pouvait exister. Vous aviez un patron avec de l'argent, il décide de lancer une entreprise. Et à mon époque, il y a 50 ans, un CEO, tout le monde à Solvay rêvait de devenir CEO, il devait gagner 10 fois plus que l'ouvrier dans son entreprise. Aujourd'hui, c'est 200 à 300 fois plus. Et donc, ça veut dire que le patron d'entreprise, il est plutôt passé du côté des actionnaires. Et d'ailleurs, non seulement il est très très bien payé, mais il a des stock options. Donc il devient lui-même un actionnaire et ça pousse aux inégalités. Alors ça pousse à l'efficacité, mais cette efficacité, c'est réduire les coûts, dont les coûts salariaux. C'est éventuellement d'utiliser des robots à la place des ouvriers. Et c'est aussi essayer de réduire au maximum les frais au niveau de la pollution. Donc ça va être un lobby pour essayer que les normes ne soient pas trop sévères. C'est juste naturel pour le capitalisme de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il doit être forcément cadré, comme on le fait normalement dans nos systèmes. Et c'est ainsi qu'en Europe, vous avez les réglementations qui protègent l'environnement, proviennent essentiellement de l'Europe. Et on a eu beaucoup d'espoir avec le Green Deal annoncé en 2019, par exemple. Est-ce que vous pouvez illustrer un peu plus ce Green Deal pour ceux qui n'ont pas conscience ou qui ne savent pas exactement ce que Alors la première remarque, après maintenant quelques années, c'est quelle idée stupide d'avoir appelé ça le Green Deal, parce que du coup, ceux à qui ça s'adressait se sont dit moi je suis entrepreneur, ici je suis pas écolo, c'est pas pour moi. Mais pas du tout. En fait, c'est la seule stratégie de croissance pour l'Europe. C'était le sous-titre de ce pacte vert. Et pourquoi? Parce que la Commission, avec raison, sans déni, en regardant les choses comme elles sont, savent que l'Europe est un continent où il n'y a pas beaucoup de ressources et on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, dans les 8 objectifs, vous aviez le climat,
En s'occupant du climat, vous réduisez vos consommations d'énergie, vous êtes sobre. L'énergie y est. On travaille sur la mobilité, sur la construction, l'économie circulaire. Vous avez aussi un volet d'agroécologie, de protection de biodiversité, réduction de pollution. Donc c'était un package complet d'une croissance réellement durable. En fait, le pacte vert, c'est la traduction en Europe des 17 objectifs de développement durable. Magnifique projet qui a été torpillé progressivement par les lobbies et par les conseils, c'est-à-dire par la plupart des États membres. Et on est en train, et je le crains, aux élections du mois de juin, d'avoir un retrait, donc de dire on a moins de croissance à cause du pacte vert. Hein. C'est vraiment une erreur. L'Europe, consciente de sa pauvreté en ressources et en énergie, doit devenir effectivement le leader en termes de sobriété. Ça va faire de l'Europe un continent beaucoup plus résilient. Et donc ça veut dire que, je ne veux pas être catastrophiste, mais je crois à ce que le Club de Rome a préparé dans ses modèles, dans 20 ans ou dans 30 ans, il va vraiment y avoir un problème de ressources. Et celui qui sera équipé pour avoir un bien-être en utilisant le minimum de ressources et d'énergie va évidemment être mieux placé que le concurrent. Vous avez publié un livre récemment avec Edwin Zakai et Philippe Bourdeau, il y a quelques années, qui s'appelle Le développement non durable, oui. Dans lequel vous parlez en quelque sorte de l'échec du développement durable sur ces 50 dernières années. Est-ce que vous croyez encore au développement durable ou est-ce que vous pensez qu'il faut être plus catégorique et parler de décroissance nécessairement? Alors, c'est magnifique comme question et tout est là et c'est un vrai dilemme. Parce qu'aujourd'hui, parler de décroissance, c'est ne pas être écouté en disant quel fantaisiste, alors que le vrai utopiste, c'est celui qui croit qu'on va pouvoir continuer business as usual. Donc moi, je continue à promouvoir le développement durable et je suis parfois attaqué par des amis plus radicaux, mais je parle du développement durable dans le vrai concept complet et je parle par exemple du pacte vert de 2019 et je suggère à tout le monde d'aller revoir Ursula von der Leyen qui l'annonce en 3 minutes, c'est juste magnifique. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est du développement potentiellement durable. Dès qu'on va en dessous en termes de normes et d'ambition, le développement ne peut pas être durable. Donc, le vrai développement durable, oui, je continue à le promouvoir. Et la décroissance, elle existe, Jean Covici, la décroissance au niveau énergétique en Europe existe depuis quelques années. Et ça va continuer. Donc, il faut pouvoir gérer cette décroissance matérielle. Et ça va se faire c'est ça les objectifs de développement durable, en ayant des accords au niveau social et en se préoccupant des inégalités. Objectif 5 pour le genre et 10 pour les inégalités en général. Et aussi redéfinir un peu toute cette notion de ce qu'on souhaite avoir dans la vie, redéfinir les plaisirs, etc., puisque les plaisirs sont souvent associés à la consommation ces derniers temps. Ça va être aussi toute une question sociale de redéfinir les nouveaux récits qu'on souhaite suivre, etc. Absolument. Et donc là, on rentre dans la situation, sans la caricaturer, où on était énormément dans le quantitatif, il faut aller vers plus de qualitatif. Alors, c'est facile à dire quand on a la plupart des besoins satisfaits. Il faut comprendre que certains ne les ont pas du tout. Donc là, le quantitatif est nécessaire pour arriver au plancher socio-économique. Mais donc, moins de matériel, c'est très clair, et plus de spirituel. Et donc, on rentre alors dans les valeurs de fraternité, d'amour, d'amitié. Et là, on est effectivement dans un nouveau récit. Et donc, on en revient au début de notre aimable discussion sur c'est quoi Sapiens? Où est la sagesse? Et c'est probablement de pouvoir se contenter de moins, en tout cas aujourd'hui. Je ne dis pas de peu, mais de moins. Ça, c'est obligé. Décroissance matérielle, qui n'est pas nécessairement une décroissance de bien-être. Et enfin, tous ces enjeux qui sont sans précédent, ça va être des enjeux qui vont être majoritairement pour les générations futures. Et donc, on a un levier crucial qui va être l'éducation. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut former les gens et par quels moyens
à avoir cette vision systémique, à comprendre un peu tous ces enjeux, etc. Puisque c'est un enjeu qui est encore minoritairement présent dans toutes nos formations universitaires ou même en général. Oui, ben, tu as tout à fait raison. Alors la question des générations futures, je reviens encore une fois, sans obsession, en 1972, quand on parlait des générations futures, t'étais pas né. Ok, et donc c'est reporté un peu à demain. Donc ce concept de génération future, il est formidable conceptuellement. Ça n'a pas aidé parce que c'est plus loin, c'est ailleurs, c'est dans plus longtemps. Pour moi, la clé dans l'éducation, c'est de revenir à cette notion d'approche systémique et holistique d'une situation. Donc, un ingénieur va devenir un expert dans son domaine. C'est une bonne chose. Ce sera un meilleur ingénieur. Mais il va être meilleur ingénieur. Il peut quand même être un très mauvais citoyen s'il n'a pas une conscience sociale et environnementale. Et de même, quelqu'un qui travaille dans une ONG, si cette personne n'a pas une conscience, alors est-ce qu'on reste dans le système capitaliste ou est-ce qu'on veut en sortir? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il faut toujours pouvoir écouter et comprendre la position de l'autre. Et c'est pour ça que je reviens avec le « et ce « et » qui est assez idéaliste, surtout aujourd'hui, où on fait de nous des consommateurs individualisés, hein, chacun a sa propre publicité, et finalement n'entend plus le même message. Ça, c'était le Club de Rome qui dit « Attention, humanité, message pour tout le monde, faites attention ». Et le message qui s'adresse à tout le monde, malheureusement, il n'est entendu que par quelques-uns qui sont un peu plus éclairés, quoi. Voilà, donc en fait, on a tous les éléments. Et donc, ça montre que l'éducation, c'est de faire passer, de transmettre ces réalités, ces vérités aux personnes, de telle manière qu'elles puissent, dans leur comportement, être cohérentes. Ça va ensemble. Éducation amène à une cohérence par rapport à une situation. Si on fait comme maintenant une partie de déni, de dire ben, tout va bien, il faut pas se préoccuper, on a encore du pétrole, on a encore ceci, finalement le CO2 c'est pas si grave, et puis même viendra, et on peut peut-être terminer alors sur une note à la fois pessimiste et un élément de révolte, c'est la géo-ingénierie. Qui est un élément aujourd'hui en termes capitalistiques. Je fais toujours cette comparaison en dehors du climat d'abord pour y revenir. Vous prenez les abeilles, un service extraordinaire qui nous donne nos fruits et nos légumes gratos. S'il n'y avait pas d'abeilles, ça serait merveilleux pour le PIB. Parce qu'alors les entreprises arriveraient avec des mini-drones qui joueraient le rôle d'abeilles et ils factureraient méchant leurs services. La géo-ingénierie, c'est se dire on n'a pas réussi à atténuer les émissions de CO2, le climat se dégrade, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc on va envoyer des produits chimiques dans les nuages, etc. Et on va se retrouver à travailler, à manipuler finalement le système qui est parti et qui est complètement déréglé et déséquilibré. Et je vais terminer avec un mauvais jeu de mots. Ça signifie que si on ne parvient pas à être sobre, notre avenir, y compris en atténuant les rayons solaires, risque de devenir sombre. Ça veut dire qu'on a ajouté un M, et ce M, je ne l'aime pas. Très joli, enfin, parfait, merci beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin dans cette réflexion, est-ce que vous avez un livre, une BD, quelque chose à conseiller pour pousser un peu la réflexion? Un livre ou une BD? Une BD d'abord, Le Monde sans fin de Jean Covici, hein, qui est l'homme qui, soi-disant, est le défenseur du nucléaire avant tout. Non, c'est aujourd'hui le meilleur avocat de la sobriété. Et dans les 6 dernières pages de son ouvrage, qui est juste parfait en termes d'éducation, c'est formidable, on apprend très vite et très bien, il amène Sébastien Belair, qui vient avec le bug humain et toute la conception de la manière dont on est normé et dont on est en fait pollué
notre cerveau est pollué et on doit apprendre à le dépolluer. Et je pense que donc ça c'est déjà merveilleux. Et alors en termes de croissance-décroissance, on peut oser lire le livre de Timothée Parikh, critiqué évidemment par les économistes mainstream, mais j'aime beaucoup le titre qui est « Ralentir ou périr ». Et je pense que cette notion de ralentir vient s'opposer à ce toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus fort. Et là, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on pense à ralentir un peu. Parfait, merci beaucoup. C'était avec plaisir.